J'ai beaucoup entendu les gens, oui, mais on se questionne par rapport au coût. On se questionne par rapport aux retombées anticipées d'un programme d'alimentation scolaire comme le PASUC. Bien, il s'avère qu'on a une personne pour nous aider à répondre à certaines de ces questions. Elle s'appelle Anne Plourde. Elle est chercheure à l'Institut Recherche et d'information socio-économique sur les coûts et retombées anticipées d'un programme d'alimentation scolaire. Elle vous présente ses résultats à l'instant. Bonjour, je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui, de vous voir toutes et tous réunis pour ce beau projet d'un programme d'alimentation scolaire universelle. C'est vraiment formidable. Donc, là, je vois qu'on est trop avancé. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter sommairement les résultats d'une étude qu'on a fait à l'IRIS dernièrement, qu'on a publiée il y a quelques semaines sur l'estimation des coûts d'un programme d'alimentation scolaire universelle pour le Québec. Donc, je vais vous présenter rapidement les défis méthodologiques que ça représentait de faire ce calcul-là. Les paramètres qu'on a retenus pour le calcul et finalement aussi les coûts, finalement, selon nos estimations d'un programme d'alimentation scolaire universelle. Et aussi, on va voir rapidement quelques retombées d'un programme comme celui-là. Donc, d'abord, c'était vraiment tout un défi d'arriver à estimer les coûts d'un programme comme celui-là. Il fallait vraiment développer une méthodologie à partir de pas beaucoup d'éléments de base. Il y a des recherches qui ont été faites ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, mais c'est important de développer une méthodologie vraiment adaptée à la situation du Québec. Il y avait plusieurs paramètres à considérer. Par exemple, au Québec, une des particularités par rapport à d'autres pays, c'est que, comme on le sait, il n'y a pas de cuisine dans toutes les écoles, loin de là. Donc, c'était un élément à considérer. Il fallait aussi un calcul qui permette d'adapter le programme aux réalités diverses selon les milieux. On a des milieux urbains, on a des milieux ruraux, il y a des endroits où la livraison est plus difficile. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il fallait prendre en considération. Aussi, il n'y avait pas de portrait existant clair des infrastructures alimentaires dans les écoles, des services qui existaient déjà dans les écoles. Il n'y avait pas de portrait complet. Il n'y a pas de base de données unifiée au ministère de l'Éducation. Donc, il a fallu construire ce portrait-là pour savoir de quoi on partait et pour savoir où on s'en allait. Donc, il a fallu faire des demandes d'accès à l'information. Heureusement, on a pu compter sur la collaboration extrêmement précieuse de plusieurs organismes déjà actifs dans le milieu qui nous ont fourni des données sur lesquelles on a pu se baser pour effectuer nos estimations. Aussi, on a pu compter sur la participation d'actrices et d'acteurs du milieu qui ont accepté de nous accorder des entretiens. Donc, c'est un peu tous les paramètres qu'on a retenus. Il y avait beaucoup c'est calculer le coût d'un programme d'alimentation scolaire, c'est pas simplement calculer les coûts des repas. Hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Il fallait d'abord calculer le coût d'un programme d'infrastructure alimentaire parce que pour être capable de déployer le programme partout au Québec, il y a des endroits où ça n'aurait pas été possible, ce ne serait pas possible d'offrir des services, des repas dans les écoles sans construire des cuisines. Ce n'est pas nécessaire de construire des cuisines dans toutes les écoles, mais il y a des écoles où la livraison est impossible parce que les écoles sont trop éloignées. Donc, il fallait inclure dans notre calcul les coûts d'un programme d'infrastructure de construction de cuisine dans les écoles où c'est nécessaire d'avoir une cuisine pour pouvoir déployer le programme. On a estimé les coûts des repas selon 4 modèles de gestion. Le coût des repas a été calculé, le calcul a été basé sur les coûts du repas du midi parce que c'est le repas qui coûte le plus cher, mais à partir de ce calcul-là, c'est possible en fait de choisir le type de repas qu'on va offrir. Pour moins cher, on peut offrir des déjeuners et des collations. Donc, on a
nous calculer sur la base du repas du midi, mais c'est possible de déployer le programme avec différents repas. Il y avait le coût de l'encadrement des repas par les services de garde scolaire pour le primaire. Donc, si on veut que les enfants aient accès gratuitement au repas, par exemple, bien, il faut tenir compte du coût du service de garde. Donc, on a calculé combien coûterait d'offrir gratuitement à l'ensemble des élèves l'accès au service de garde pour la période du repas. On a aussi calculé le coût de 2 volets complémentaires à ce programme-là. Donc, un volet pédagogie alimentaire. Donc, combien ça coûterait pour déployer dans toutes les écoles ou dans tous les centres de services scolaires un programme d'éducation alimentaire, de pédagogie alimentaire. Donc, les ressources humaines, les ressources matérielles qui sont nécessaires pour déployer un volet comme celui-là, et aussi un volet approvisionnement durable, donc des ressources humaines, des ressources matérielles aussi pour faciliter l'approvisionnement durable, local, éco-responsable. Et on a aussi fait des estimations sommaires là, du coût d'un petit déjeuner et des collations. On a calculé, pour ce qui est du programme d'infrastructure, du programme de construction de cuisine, on a fait des calculs selon 3 scénarios. Donc, on a calculé le coût de construction dans toutes les écoles qui sont actuellement sans cuisine. On a calculé aussi le coût de construction de cuisine dans toutes les écoles qui sont sans cuisine et sans livraison. Et finalement, on a calculé le coût de construction de cuisine dans les régions prioritaires, donc dans les endroits où la livraison serait trop coûteuse et où c'est essentiel, à notre avis, de construire des cuisines pour être capable de déployer le programme partout sur le territoire. Pour les fins du calcul final, là, on a retenu le scénario 3 pour estimer les coûts, mais les trois scénarios ont été calculés. On a aussi calculé les coûts des repas, en fait, selon 4 modèles de gestion des services pour avoir différentes modalités de gestion des services à appliquer selon les réalités régionales, selon selon ce qui existait déjà dans les milieux. Donc, on a un premier modèle où on a des repas qui sont cuisinés sur place avec une gestion et une coordination interne à l'école. On a aussi un modèle de repas cuisiné sur place, mais avec une gestion et une coordination externe à l'école. Donc là, on peut imaginer que le déploiement du programme est géré et coordonné soit par le centre de service scolaire pour l'ensemble des écoles du centre de service scolaire, ou soit par un organisme qui a une expertise dans ce domaine-là et qui pourrait être appelé à gérer, à coordonner le déploiement du programme dans certaines régions. On a aussi un modèle où, par exemple, s'il n'y a pas de cuisine dans toutes les écoles primaires, hein, on sait que dans la plupart des écoles primaires, en fait, il n'y a pas de cuisine. Donc, on a un modèle où on a des centres de production dans les écoles secondaires avec une gestion, une coordination externe. Donc, dans les écoles secondaires, il y a la production des repas qui se fait et ensuite, les repas sont livrés dans les écoles environnantes là, du centre de service scolaire. Et finalement, on a un modèle où on a recours à des traiteurs externes et où là, on fait appel à la livraison systématique des repas. Donc, ces différents modèles-là venaient avec un coût différent pour le repas. Donc, chaque modèle a été appliqué aux différentes régions en fonction de la possibilité ou non d'une livraison, la présence ou non d'une cuisine, etc. On a donc calculé dans le coût des repas, selon la présence ou non d'une cuisine, selon que le repas est préparé sur place dans une cuisine de production scolaire ou par un traiteur externe, selon la nécessité ou non d'une livraison, selon le type de coordination qu'on retient. On a aussi pris en compte, évidemment, l'inflation pour chaque catégorie de dépenses, hein, les ressources humaines, les ressources matérielles, le transport pour la livraison, les denrées, évidemment. On sait hein, que l'inflation, le coût des aliments, c'est considérable dans les dernières années. Donc, on a pris en compte l'inflation. On a aussi calculé le coût du programme à partir d'une rémunération viable pour les travailleuses et les travailleurs du programme.
À l'IRIS, on a depuis plusieurs années développé un indice de revenu viable, qui est une rémunération qui permet une sortie de la pauvreté. Donc, c'est sur la base d'un revenu viable qu'on a calculé le niveau de rémunération des travailleuses et des travailleurs du programme. Et évidemment, il y avait le coût des denrées. Et dans le coût des denrées, on a inclus une bonification, en fait, du coût pour faciliter un approvisionnement local et bio. Et on a aussi modulé le coût des denrées en fonction de est-ce qu'on est dans des écoles primaires ou dans des écoles secondaires. Donc, c'était quand même un travail considérable là, de prendre en compte l'ensemble de ces variables-là pour arriver à un calcul total là, du coût du programme. Là, ici, vous avez le coût par catégorie et évidemment, bien, le coût total du programme dépend de ce qu'on décide d'inclure ou d'exclure dans ce programme-là. Donc, pour un programme d'infrastructure alimentaire, donc pour la construction de cuisines dans les écoles où c'est absolument nécessaire de construire des cuisines pour être en mesure de déployer le programme, on a estimé qu'il faudrait un investissement initial de 289 millions de dollars. Cet investissement-là est non récurrent parce que ce serait un investissement pour construire des cuisines, donc ce ne serait pas chaque année qu'on aurait à faire cette dépense-là. Le coût des repas, calculé sur la base d'un repas du midi, c'est évidemment le plus gros morceau du programme. C'est 1,5 milliard pour le coût des repas pour tous les enfants de toutes les écoles publiques du Québec. Le coût de l'encadrement par les services de garde scolaire aux primaires, ce serait un 279 millions de dollars si on voulait donner un accès gratuit aux services de garde scolaire à tous les enfants du primaire, Donc, le volet pédagogie alimentaire, donc des ressources humaines et matérielles qu'on ajouterait là, pour être en mesure de développer des programmes pédagogiques en lien avec l'alimentation dans tous les centres de services scolaires. On a estimé le coût à 75 millions, un petit peu plus de 75 millions. Et le volet approvisionnement durable, c'est la moitié, donc 38 millions environ pour ce volet-là. On a aussi fait des estimations pour le prix des petits déjeuners et de 2 collations par jour. Et on voit qu'en fait, le total de ces des petits déjeuners et des collations, c'est inférieur au coût d'un repas du midi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on retient le calcul du repas du midi, ce montant-là est amplement suffisant pour choisir d'offrir plutôt des petits déjeuners avec 2 collations pour les milieux qui préféreraient ce genre de programme-là. Et on peut aussi, là, selon ce qu'on choisit de mettre de l'avant, additionner l'ensemble de ces repas-là pour, pourquoi pas, rêvons, offrir l'ensemble des repas aux enfants. Les montants qui sont entre parenthèses, c'est des montants qu'on soustrait du coût total. Ce sont les mesures d'aide alimentaire actuelles qui existent déjà. Donc, ça, c'est l'argent public là, que le gouvernement... C'est ce qu'on a pu retrouver là, par le biais de demandes d'accès à l'information, analyse des rapports financiers. Le montant est probablement considérablement plus élevé que ça, mais nous, c'est ce qu'on a pu retracer. Un 67 millions de dollars par année qui est actuellement dépensé par le gouvernement pour l'aide alimentaire. Ces montants-là seraient transférés dans un programme d'alimentation scolaire universelle. Et finalement, on a calculé combien le coût global du programme de combien il pourrait être diminué si on demande une contribution parentale de 1 $ par repas ou par jour ou de 2 $ par repas. Et ça, c'est des montants qu'on soustrait du montant total. Et on peut imaginer aussi, évidemment, là, une contribution plus élevée. Puis là, bien, il s'agit juste de multiplier le montant qu'on soustrait du programme. Donc, le coût final, je n'ai pas mis de total parce que tout ça, c'est à négocier, à réfléchir, mais le coût total d'un programme dépendrait de ce qu'on décide d'inclure et ce qu'on décide d'exclure d'un programme universel d'alimentation scolaire. Finalement, on sait, je pense qu'il n'y a personne ici qu'on a besoin de convaincre des retombées positives éventuelles d'un programme d'alimentation scolaire universelle.
mais je les ai quand même inclus, ces retombées positives-là. Il y a évidemment des retombées positives pour la santé et des retombées sociales positives, donc favoriser la sécurité alimentaire, réduire les inégalités sociales entre les plus riches et les moins riches, mais aussi réduire les inégalités régionales. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti de notre étude. Les inégalités sociales, là, on le savait là, que ça existe, mais les inégalités régionales dans l'accès à des repas chauds le midi, par exemple, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de très fortes inégalités dans les milieux urbains. L'accès est beaucoup plus facile que dans les régions plus éloignées. Il y a des régions au Québec où aucun enfant du primaire et du secondaire n'a accès à un repas chaud le midi, alors qu'il y a des régions où c'est 100% des enfants qui ont accès. Donc, si on avait un programme universel d'alimentation scolaire, bien, c'est tous les enfants qui auraient accès à un repas par jour. Évidemment, favoriser les saines habitudes alimentaires, améliorer la santé physique et mentale, améliorer la persévérance scolaire et la performance scolaire. Et tout ça, on a fait des revues de la littérature, c'est documenté dans des études, là, ces effets positifs-là d'un programme d'alimentation scolaire universel en particulier. Il y aurait évidemment aussi des retombées environnementales si ce programme-là inclut un approvisionnement local et un approvisionnement éco-responsable. Donc, un programme comme ça pourrait évidemment favoriser l'approvisionnement donc en denrées locales, biologiques, éco-responsables. Ça favoriserait le développement de systèmes alimentaires locaux et durables. Ça pourrait vraiment avoir un effet structurant que l'ensemble des enfants du Québec aient accès à des aliments locaux, biologiques et éco-responsables. Il y a évidemment l'avantage aussi de diminuer le recours à la livraison, le recours aux contenants jetables dans le cas des écoles où la livraison ne serait pas nécessaire. Et il y a des retombées économiques aussi qui sont plus difficiles à chiffrer. Mais nous, en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on a estimé que les retombées économiques en termes d'agriculture locale seraient quand même considérables si l'approvisionnement se faisait à 30 de manière locale. Bien, c'est 184 millions de dollars par année qui seraient directement injectés dans l'agriculture locale par le biais de ce programme-là. Et bien, il y a aussi le coût de ne rien faire. Hein. Si on ne met pas en place un programme d'alimentation scolaire, bien, il y a des problèmes de santé qui vont perdurer, les bénéfices d'avoir recours à un programme comme celui-là, c'est aussi, comme je l'ai dit, de favoriser une meilleure santé. Et on sait que les problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation, ça coûte extrêmement cher à l'économie canadienne. Donc, favoriser des saines habitudes, favoriser l'accès à une alimentation saine, c'est des choses qui permettraient de réduire les coûts en bout de ligne des services de santé associés aux maladies liées à une mauvaise alimentation. Donc, ça conclut ma présentation. Je crois que j'ai fait peut-être un petit peu moins de 20 minutes, donc ça va peut-être laisser plus de temps pour autre chose. Je vous remercie pour votre attention.